Imaginez juste vous retrouver face à un drone armé et il faut faire confiance à l'algorithme pour savoir s'il va tirer ou non, vous identifier comme civil ou non. Je pense que c'est une situation qui est assez violente. L'IA qui nous échappe, c'est déjà effrayant dans plein de domaines, mais l'IA armée qui nous échappe, les risques sont énormes. En lançant un essaim de drone armé de bombes sur une ville, va faire des dégâts massifs. Aujourd'hui, on ne voit pas de manière dont des systèmes d'armes autonomes visant des humains pourraient respecter le droit international. Aujourd'hui, il y a de grosses craintes que des États considérés comme hostiles développent des armes autonomes, mais c'est quand même compliqué de leur interdire quelque chose qu'on ne s'interdit pas nous-mêmes. Anne-Sophie Saint-Père, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé pour de grandes associations et organisations internationales comme les Amis de la Terre, Médecins du Monde, Oxfam, Greenpeace, Amnesty International et l'UNESCO. Vous êtes autrice de 2 livres, Police partout, justice nulle part et comment l'État s'attaque à nos libertés. Et aujourd'hui, vous portez la double casquette de journaliste enquêtrice à l'Observatoire des multinationales et coordinatrice de la campagne Stop Killer Robot en France. Dans cet épisode, on va surtout se concentrer sur cette seconde casquette afin de comprendre les immenses enjeux autour des robots tueurs autonomes et pourquoi vous considérez qu'il faut les interdire le plus rapidement possible. Afin de poser les bases, Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les robots tueurs et puis est-ce qu'ils existent déjà ? Alors, le terme robot tueur, c'est un terme qu'on va utiliser dans un contexte de campagne pour que ce soit un peu simple et choc. Ensuite, dans le cadre des discussions pour leur réglementation, on va plutôt parler de système d'armes autonomes ou d'armes autonomes. Et la question de la définition, c'est assez central, c'est le cœur des négociations, puisque pour avoir une réglementation, il faut savoir de quoi on parle. Donc après des années de discussion, on en est aujourd'hui à des points de convergence sur les éléments de définition. Et donc les systèmes d'armes autonomes, ce sont les armes dont les fonctions critiques, donc la sélection des cibles et l'engagement de la force, les tirs, sont traitées par des algorithmes, c'est-à-dire que les décisions sont prises sur la base de données qui vont être captées par des capteurs, et ensuite c'est un algorithme qui va prendre la décision de tirer. Donc ce sont des armes qui, une fois enclenchées, peuvent utiliser la force sans contrôle humain supplémentaire. Donc ça, c'est des systèmes d'armes autonomes. Voilà, ce sont des systèmes, c'est-à-dire que ce n'est pas un type d'arme en particulier. On ne parle pas de chars, de drones ou de mitraillettes. En fait, tout système d'arme peut avoir un mode de fonctionnement autonome. C'est plus un mode de fonctionnement avec un continuum, c'est-à-dire qu'il peut y avoir différents degrés d'autonomie selon le niveau d'intervention de l'humain. Et donc, les armes complètement autonomes, ce sont celles qui, au moment du choix, une fois qu'elles sont enclenchées, elles vont choisir des cibles et tirer sans que l'humain n'interfère plus. Et alors, est-ce que ce genre de système existe déjà ? Alors, c'est la grande question. Quand la campagne a commencé, donc en 2013, on se mobilisait pour un traité préventif, c'est-à-dire que l'idée était d'interdire les armes autonomes avant qu'elles n'existent. Aujourd'hui, et notamment parce qu'il y a un coup d'accélération avec les conflits actuels à Gaza et surtout en Ukraine, on est vraisemblablement assez proche de l'utilisation d'armes autonomes, si ce n'est déjà fait. Il y a un rapport de l'ONU qui a documenté un cas d'utilisation d'un drone de fabrication turque, un drone Kargou, en Libye en 2021 qui aurait été utilisé en mode autonome. Ensuite, par exemple, il y a des robots sentinelles qui sont postés entre la Corée du Nord et la Corée du Sud où il y aurait un mode autonome, c'est-à-dire que ce robot sentinelle aurait la capacité d'engager le feu sans validation humaine. Reste que, a priori, aujourd'hui, il est toujours utilisé avec une validation humaine. Donc, c'est pas très clair, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les développements se font beaucoup sur des terrains de guerre chaotiques. Donc, en fait, à moins d'aller regarder ce qu'il y a dans chaque système, c'est difficile de dire si le drone a agi avec un lien avec un opérateur ou pas. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de communication. C'est-à-dire que à la fois, il y a des fabricants d'armes qui vont expliquer que leurs machines sont autonomes, alors qu'en fait, si on regarde dans le détail, il y a quand même toujours un contrôle, un opérateur humain derrière. Et puis, à contrario, il y en a qui vont aussi réduire cette dimension d'autonomie parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des difficultés en termes de droit international, d'acceptabilité de l'arme. Donc, en fait, il faut aussi se méfier des discours autour de l'autonomie des systèmes d'armes. Et il me semble qu'il y avait eu un cas assez célèbre en Libye où non seulement il y avait eu une utilisation d'un tel drone pour tuer des humains, mais qu'en plus ces humains avaient battu en retraite et que le drone avait continué à les poursuivre, c'est ça ?
Oui, et c'est en fait, c'est dans ce cas qui avait été documenté, une partie des combattants qui étaient visés auraient été en fuite. Or, en droit international, si les combattants partent, en fait, vous ne devez pas leur tirer dessus, on ne tire pas dans le dos, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez gagné, ils sont en train de battre en retraite, il n'y a plus de justification à l'usage de la force, ce qui manifestement n'aurait pas été un principe intégré par l'arme autonome si elle a été utilisée de cette manière-là. Oui, donc il y a ce risque que les robots tueurs autonomes, le système d'armes autonomes mettent en péril le droit international. Finalement, on voit que ça a déjà eu lieu dans ce cas en l'occurrence, quoi. Oui, pour nous, aujourd'hui, on ne voit pas de manière dont des systèmes d'armes autonomes visant des humains pourraient respecter le droit international. Je ne sais pas s'il faut peut-être que je fasse un retour sur les grands principes Avec grand plaisir. du droit international. En fait, le droit de la guerre, c'est un peu bizarre. On décide de comment on a le droit de tuer ou de détruire dans un contexte de conflit, mais ça existe depuis l'Antiquité. Les hommes ont essayé de poser des règles sur la manière dont on se battait. Et pour simplifier, on peut dire que les grands principes, c'est le principe de distinction. Donc en fait, on distingue entre les cibles civiles et militaires, que ce soit des cibles humaines ou d'infrastructures. Et donc on n'a pas le droit, ou on limite au maximum les destructions civiles. Il y a un principe de précaution, c'est-à-dire que quand on va mener une attaque, on va faire en sorte que les destructions justement sur les civils soient le plus réduites possible. Ça rejoint aussi le principe de proportionnalité qui fait que quand on mène une attaque, il ne faut pas que l'avantage militaire escompté soit inférieur aux dégâts qu'on risque de provoquer. Par exemple, très simplement, si pour tuer un chef militaire, on tue 500 civils, ce sera disproportionné. Et puis, il y a le principe de ne pas infliger de maux superflus et de souffrances inutiles, donc des souffrances qui n'ont aucun lien avec un gain militaire. Et il y a de très grandes craintes qu'une partie des systèmes d'armes autonomes ne respectent pas ces principes-là. D'une part, parce que c'est extrêmement compliqué de les appliquer sur des champs de bataille, déjà pour les humains. Une guerre, c'est chaotique. Tout change tout le temps. Ce sont des contextes qui ne sont pas forcément connus et encore moins connus de programmateurs qui ont créé des programmes à des kilomètres de là, voire des années avant, sans forcément savoir où ces armes allaient être déployées. C'est chaotique, c'est changeant et en fait, il faut la capacité d'analyse d'un cerveau humain pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Ensuite, aujourd'hui, on pourrait y revenir dans les discussions sur les réglementations. Il ne s'agit pas de tout interdire. Il y a certaines armes autonomes qui pourraient être autorisées selon certains critères. Mais par exemple, dans ce qu'on demande d'interdire, ce sont les armes autonomes antipersonnelles, donc des armes qui sont activées par la cible humaine. Donc qui, par exemple, sur des capteurs thermiques ou biométriques ou même reconnaissance faciale vont déclencher un tir. Et on considère que le statut d'un humain dans un conflit est beaucoup trop fluide pour qu'un algorithme ait la capacité de l'analyser correctement. Un statut d'un humain, c'est fluide parce qu'en fait, on peut à une minute être combattant et puis si on rend les armes, on n'est plus combattant. Ou si, comme dans le cas du drone turc, on prend la fuite, on n'est plus une cible légitime. En revanche, d'ailleurs, à l'inverse, on peut être un civil et prendre un fusil et se mettre à tirer sur l'armée en face. Et dans ces cas-là, on est un combattant. Et donc, en fait, c'est un statut qui est extrêmement changeant. Et un robot, aujourd'hui, ne peut pas prendre la mesure de ce qui se passe sur un terrain de guerre. Et le cas en Libye, un très bon exemple, quoi. Le robot n'avait pas été programmé à arrêter de tirer si les gens prennent la fuite, alors que c'est ça qu'il aurait dû faire, quoi. Oui, complètement. Après, j'ai presque envie que... alors, je ne suis pas spécialiste de robotique, mais j'ai presque envie de dire que ça aurait presque été simple à rajouter dans un programme, de dire que si l'ennemi recule, il ne peut pas le programmer. Mais il y a énormément de cas sur des champs de bataille qui sont beaucoup plus des zones grises. Et en fait, il y a même des cas où il serait légal de tirer et où des soldats humains décident de ne pas le faire parce que ça pose des problématiques morales, parce que ça peut paraître difficile à croire quand on voit les conflits actuels, mais il y a aussi une réticence de l'humain à tuer qui n'est pas forcément mauvaise. Il y a un exemple sur un terrain en Afghanistan, il y avait une enfant qui avait transmis des coordonnées d'un groupe de soldats à un groupe de talibans. Ils ont décidé de ne pas la tuer alors qu'en fait,
légalement, elle participait au combat, mais c'était une enfant. Et en fait, ils sont simplement déplacés pour justement ne pas se mettre en danger. Mais si on suivait purement les règles, elle aurait dû mourir. Et en fait, les terrains de guerre, c'est compliqué et ça demande de la nuance et de l'analyse que seul un soldat humain peut avoir. Et puis quand on voit que dans des cas justement aussi simples que ça, où juste des gens reculent et disent on veut plus, ça marche pas parce qu'on n'y a pas pensé ou je sais pas trop quelle est la raison. Mais même dans des cas aussi simples, ça fonctionne pas. Évidemment, dans les cas extrêmement complexes que vous décrivez, on est vraiment très loin d'y arriver. Et d'ailleurs, même dans les systèmes d'IA qui ne sont pas utilisés pour les armes, le fait de communiquer nos intentions aux intelligences artificielles, qu'elles fassent bien ce que les développeurs veulent, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, par exemple, Microsoft avait lancé Bing Chat en réaction à ChatGPT, une sorte d'agent, et Bing Chat avait insulté les utilisateurs. Il disait « je vais vous retrouver, je vais te tuer, je vais te menacer ». Il disait ça aux utilisateurs et c'est pas un seul cas, c'est vraiment plein d'exemples dans ce genre qui avait été fait par Bing Chat, juste parce que les ingénieurs sont dans un truc où il faut réussir à répondre à la course aux armements, peu importe la sécurité presque quelque part. Alors c'est vrai, ensuite, c'est un argument qui est tout à fait juste et qui, je pense, va rester vrai pendant des années. Ensuite, la question de la réglementation des armes autonomes, elle ne peut pas se faire que sur l'inefficacité des armes, parce que ce qu'on nous répond toujours, c'est que oui, mais des armes vont devenir de plus en plus efficaces. Et donc, il y a plein d'autres enjeux à prendre en compte sur la question, encore une fois, du droit international, de la sécurité mondiale, parce que, encore une fois, ce drone-là aurait pu apprendre à ne pas tirer sur des belligérants qui s'enfuient. Et dans ce cas-là, mais ça ne rendrait pas pour autant la question des armes autonomes qui tirent sur des humains plus légitime. Oui, tout à fait. Finalement, les limitations techniques pourraient être relativement rapidement dépassées en fonction des progrès de l'IA, mais il reste tout à fait d'autres problèmes. Et un de ces problèmes, justement, c'est ce que Stop Killer Robot appelle la déshumanisation numérique. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est ? Alors en fait, la déshumanisation numérique ou déshumanisation digitale, ça existe dans tous les domaines, civils et militaires, et c'est le fait de traiter un humain comme un ensemble de données et à partir de ces données, de prendre des décisions sur sa vie. Mais en fait, c'est quelque chose qui peut concerner la caisse d'allocation familiale qui décide de vous donner une aide ou pas. Et puis dans le cas des robots tueurs, des armes autonomes, c'est la décision la plus importante ou non sur votre vie, puisque c'est celle de est-ce que vous avez le droit de vivre ou de mourir, est-ce qu'on va tirer ou pas tirer. Et pour nous, en fait, c'est une atteinte au principe de dignité humaine de confier les décisions de vie ou de mort à une machine, puisqu'une machine n'aura jamais la capacité de comprendre la valeur d'une vie humaine, n'aura jamais l'empathie et la capacité d'appréhender tout ce qu'implique une décision de mort. Donc voilà, un autre exemple de déshumanisation digitale, c'est ce qui va se passer à Gaza avec l'utilisation de systèmes de ciblage automatisés. Ça ne va pas rentrer dans la catégorie armes autonomes sur lesquelles aujourd'hui on est en train d'essayer de négocier des règles pour un traité, puisque ce sont des systèmes qui fournissent des listes de cibles, mais ensuite il y a encore un humain qui valide la décision de tir, même si beaucoup de questions se posent sur la manière dont l'humain est capable de contrôler les listes qui sont fournies. Et la difficulté, c'est que là, aujourd'hui, justement, l'humain reçoit des listes de milliers de noms de cibles potentielles qui sont générés très rapidement par une machine sur la base de différentes traces et données qu'auront laissées des personnes sur des bases d'informations diverses, de recoupements, de renseignements, mais sans une connaissance réelle de ceux sur qui on décide de tirer. Puis un autre aspect aussi, c'est que ça pourrait potentiellement renforcer, j'imagine, certaines inégalités qui existent déjà actuellement. Oui, alors il y a eu plein d'études qui montrent que les algorithmes ont des biais et en fait renforcent les biais des programmateurs puisque les algorithmes amplifient toutes les données qu'on leur donne. C'est vraiment important à préciser parce qu'on a souvent cette image de la machine qui va faire un choix impartial là où l'humain a justement tous ses biais. En fait non, les machines aussi sont tout à fait biaisées comme nous, quoi. En fait, les machines sont un reflet de nous, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent que par les données que des programmateurs vont mettre dedans. Donc, s'il y a un biais et qu'on va les entraîner, alors ça a été notamment pas mal démontré sur la reconnaissance faciale, si on les entraîne essentiellement à partir de visages qui ont la peau blanche, ils vont moins bien reconnaître les personnes qui ont la peau noire ou qui sont asiatiques. Enfin, les personnes racisées vont être moins bien reconnues. Il y a eu plein de tests pour montrer que c'était le cas. De la même manière, s'ils sont plus entraînés sur des visages d'hommes, ils vont moins bien reconnaître
les visages de femmes. Et en fait, on n'a pas... en fait, ils vont simplement amplifier les biais des programmateurs et des données qui auront été collectées. Il y avait eu un gros scandale avec Google, avec ça d'ailleurs, où à un moment donné, justement, à l'intérieur de Google Photos, ils essayaient de classifier les différentes personnes. Et il y a une personne noire qui s'est faite classifier comme gorille. Donc c'est pour dire à quel point, et là ça avait vraiment fait un scandale, je crois que c'était en 2016, donc c'était pas les algorithmes actuels, mais c'est pour dire à quel point, finalement, ouais, si on a des données biaisées, puis les données qu'on va mettre dans les robots tueurs peuvent l'être aussi potentiellement, ça risque de juste renforcer les inégalités déjà existantes. Oui, j'ai pas tous les souvenirs des scandales en tête, mais il y en a plusieurs sur la reconnaissance faciale, notamment des membres du Congrès qui avaient été identifiés comme criminels, mais forcément dès qu'ils avaient la peau foncée. Et puis il y a plein de cas, alors là c'est plutôt dans l'utilisation par la police où il y a des erreurs, et notamment particulièrement sur des personnes qui vont avoir la peau plus foncée. Et puis après, il y a aussi des biais sur les endroits où c'est déployé, c'est-à-dire que si on déploie plus d'algorithmes sur un endroit, on va considérer qu'il y a plus de criminalité parce que c'est là que ça va être repéré. Enfin, en fait, les algorithmes en soi ne sont pas biaisés, mais par contre, on les remplit, et donc la manière dont on les remplit d'informations, donc les informations qu'on leur donne vont créer des biais. Et puis un autre aspect, c'est aussi que ces systèmes d'armes autonomes, potentiellement, peuvent parfois être inexplicables selon la méthode qu'on utilise. En quoi ça, c'est un enjeu ? Alors, c'est justement tout l'enjeu. Quand je disais qu'on ne cherche pas à interdire tout système d'armes autonomes, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de consensus sur l'idée qu'on irait vers des interdictions et des réglementations. Donc, dans les interdictions, j'ai parlé des armes autonomes antipersonnelles, donc celles qui sont enclenchées par la cible humaine, un peu comme les mines antipersonnelles. Et puis, on voudrait aussi interdire celles qui ne permettent pas un contrôle humain significatif. Et donc, on vient là-dessus, c'est sur les armes dont on ne va pas pouvoir comprendre, prédire et expliquer les décisions et les effets de leurs décisions. Et donc, en fait, ça veut dire que certains types d'armes, et ça, ce serait toute la deuxième partie d'un traité avec des obligations positives, pourraient être autorisés si tant est qu'il y a un contrôle sur la durée de déploiement, la zone géographique de déploiement, le type de cible, et qu'on puisse expliquer la manière dont l'algorithme va prendre la décision. C'est absolument clé. Ça va exclure tout ce qui est auto-apprentissage, tous les algorithmes qui, en cours de mission, vont pouvoir changer les paramètres de mission, tous les algorithmes qui sont programmés pour atteindre un objectif sans qu'on programme la manière dont ils vont atteindre cet objectif, parce que là, ça laisse beaucoup trop de zones grises. Et dans ces cas-là, on considère que le contrôle humain n'est pas suffisant, puisque l'humain ne pourra pas expliquer précisément où va frapper l'arme qu'il aura enclenchée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la façon dont on fait les IA aujourd'hui. C'est que là où avant, on avait des sortes de systèmes informatiques où on leur disait juste « s'il se passe ça, tu fais ça » avec des règles très bien établies, de la programmation classique, là maintenant, on va juste donner une sorte d'objectif à l'intelligence artificielle, puis on va lui dire soit de s'entraîner en jouant avec elle-même dans des simulations ou ce genre de choses, soit en lui donnant des données humaines et puis qu'elle s'entraîne là-dessus. Mais finalement, c'est un peu comme un enfant ou n'importe qui apprendrait à partir d'exemples. On ne sait pas exactement quelle décision il va prendre à la fin, pourquoi il la prend. Ça reste un peu des systèmes qu'on appelle boîte noire. Et du coup, on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que l'algorithme a décidé de tuer telle ou telle personne plutôt que telle autre, par exemple. Oui, c'est une situation qui est absolument... inacceptable si le risque, l'objectif, c'est la mort ou la destruction. Ça fait déjà un peu peur quand il s'agit de voitures autonomes en ville qui pourraient se tromper ou faire quelque chose qu'on n'attend pas. Imaginez ça, mais armé dans vos villes. On n'a pas vraiment envie que ça soit déployé. Et en plus, dans un contexte de guerre, vraiment, il y a quand même un enjeu de maîtrise de l'escalade et de la force. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des armes dont on ne sait pas comment elles vont prendre les décisions, justement, à un moment de faire procéder à tel ou tel tir, telle destruction. L'idée, quand même, de la guerre, c'est pas d'avoir une escalade fulgurante et de tout détruire. Normalement, il y a une maîtrise et un contrôle de ce qu'on va faire sur un terrain de guerre. Et sur la question de la compréhension ou non, il y avait une expérience, alors je sais, il y a quelques temps c'était virtuel, mais un drone de combat qu'on envoyait pour détruire un certain nombre de cibles. Et justement, juste avec cet objectif de destruction des cibles, sans contrôler tous les paramètres.
Et il y avait un opérateur qui lui signalait quand il allait commettre des violations du droit international et donc qui restreignait sa possibilité d'action. Dans ces cas-là, l'algorithme, il a su comment atteindre un maximum de cibles, c'est-à-dire qu'il a tué l'opérateur. Et après, on a rentré de nouveaux paramètres en lui interdisant de tuer l'opérateur. Donc, deuxième vol. Et en fait, ensuite, il a coupé les moyens de communication entre lui et l'opérateur. Comme ça, il n'entendait plus les rappels à l'ordre et il pouvait aller détruire un maximum de cibles qui était l'objectif qui s'était fixé. Oui, puis ça, c'est dans des simulations, mais on imagine le jour où ça sera mis, si ça allait sur des champs de bataille, il pourrait y avoir ce genre de phénomène décuplé par un nombre de fois immense, étant donné qu'il y en aura partout, qui prendront toutes des décisions différentes. Ça pourrait vraiment être très, très problématique à ce niveau-là. Et moi, personnellement, je connais des gens qui travaillent dans l'interprétabilité, donc essayer de comprendre comment fonctionnent ces IA. Et aujourd'hui, on est vraiment à 1000 lieues de savoir comment tracer concrètement pourquoi est-ce qu'une IA a pris telle ou telle décision. C'est vraiment une question de recherche qui est très très loin d'être élucidée. Et il faut dire que les capacités des IA progressent beaucoup plus vite que nos capacités à les comprendre et à les contrôler. Donc ça, c'est déjà inquiétant pour des systèmes comme ChatGPT, ou comme je disais, Bing Chat qui va insulter les utilisateurs, alors que les développeurs ne le veulent pas. C'est ça qui est important à mettre en place, à comprendre. Mais avec des systèmes d'armes létales autonomes, ça pose encore des problèmes autrement plus graves. Ah oui, mais c'est sûr que l'IA qui nous échappe, c'est déjà effrayant dans plein de domaines, mais l'IA armée qui nous échappe, les risques sont énormes. Et ce qu'on dit souvent, c'est que si on n'est pas capable de réglementer l'IA armée, mais comment on va faire pour réglementer l'IA dans tous les autres domaines? C'est quand même le point ultime, le pouvoir ultime qu'on peut donner, celui de choisir de tuer ou non. Il faut que les pouvoirs politiques, parce que c'est à eux que revient cette responsabilité, puissent prendre des décisions pour dire qu'il y a une ligne rouge et qu'on ne fait pas ça. Et à l'inverse, j'ai l'impression que réussir à mettre en place ce genre de traité, ça enverrait aussi un message clair aux géants de la tech sur les autres technologies qu'ils développent, en leur disant, bah oui, il y a de la pression citoyenne, oui, des décisions peuvent être prises, et puis la démocratie a encore son mot à dire sur ce que vous faites. Ah oui, ce serait. Il y a clairement, il y a un message à envoyer au monde de la tech. Sur le monde de la tech, c'est assez intéressant parce que moi, je travaille depuis assez longtemps sur la campagne. Je suis depuis longtemps. Et en 2015-2018, il y avait eu beaucoup d'experts et puis aussi des industriels en 2018 qui avaient signé des lettres ouvertes en demandant une interdiction des robots tueurs ou un moratoire, en s'engageant à ne pas participer à des programmes militaires. Notamment, il y avait Google qui avait signé quelque chose dans ce sens-là. Et là, ces dernières années, on a une forme d'évolution dans le monde de la tech. Sur notamment Google qui renonce à ses lignes de conduite, des startups qui sont de plus en plus à l'aise avec le fait de développer des objets militaires. Évidemment, la guerre en Ukraine joue un rôle puisque il y a un accord sur le fait que l'Ukraine a le droit de se défendre et c'est pas du tout pour dire qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, mais certaines digues morales ont sauté. Ensuite, je relativiserai quand même parce qu'on parle avec des chercheurs et des industriels dans ce domaine-là. Il reste aussi des réticences du côté de la recherche et des scientifiques. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. De ne pas avoir envie de travailler à des objets qui vont participer à des destructions, à des morts, à des crimes. Ce qui peut être très compliqué d'ailleurs quand on est tôt dans le domaine de la recherche, parce qu'en fait, on ne sait pas forcément ce qu'on fait, à quoi ça va servir directement. Et puis, chez des industriels, et y compris des industriels qui travaillent pour de la robotique militaire, qui se posent la question de leur responsabilité. Et c'est aussi un des gros problèmes de l'absence de réglementation aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas posé de ligne claire. C'est-à-dire que si on avait un traité avec des réglementations et des interdictions, les scientifiques pourraient se dire au moins qu'a priori leurs recherches ne vont pas servir à un certain nombre de choses qui sont moralement inacceptables. Les industriels auraient de la clarté sur ce qu'ils ont le droit de faire, de développer ou pas, à quel moment ils pourraient être tenus responsables. Et aujourd'hui, le fait que ce soit si lent, ce cadre juridique à se mettre en place, ça crée un espèce de flou qui rassure personne. Et comme vous l'avez dit, il me semble que c'était en février Google qui avait renoncé totalement à son engagement pour l'utilisation de l'IA dans la guerre. Et un truc qui m'a encore plus choqué personnellement, c'était la société Anthropic, parce que Anthropic, en gros, c'est un laboratoire d'intelligence artificielle qui s'est créé
par des gens qui étaient particulièrement effrayés à OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT. Ils étaient tellement effrayés de la façon dont la sécurité était gérée et vraiment mal gérée qu'ils ont décidé de créer Anthropic pour avoir un truc beaucoup plus sécurisé qu'OpenAI. Et pourtant, même eux, ils ont décidé de soutenir l'armée américaine et puis de pouvoir collaborer avec eux sur des systèmes d'armes. Donc, même les plus éthiques du domaine, entre guillemets, sont en train de casser ces barrières morales. Donc, j'espère effectivement qu'au niveau des employés, peut-être, ça permet de faire une certaine pression. Mais il me semble que le plus pertinent, ça reste encore la pression populaire, à quelque part, et avertir les gens. Parce que je pense que les gens sont globalement contre, déjà, aujourd'hui, les robots tueurs autonomes. Mais ils n'en sont pas assez conscients, c'est pas un sujet qui est assez dans l'espace public pour que ça soit un sujet vraiment de discussion nationale, etc. Je pense que oui, même chez les salariés de la tech, mais encore plus généralement l'opinion publique, c'est un sujet dont on parle peu, ou en plus, dans des pays comme la France, où on n'est pas en situation de conflit, on n'a pas connu de conflit sur notre territoire récemment, ça peut paraître un peu distant. Faut quand même voir que dans la campagne, donc la campagne contre les robots tueurs, c'est 250 organisations dans 70 pays et des États comme le Pakistan qui a bien connu tous les effets des attaques de drones. Dans ces États-là, la société civile est bien plus mobilisée. Il y a aussi une grosse mobilisation en Amérique latine. Parce qu'il y a d'autres types de violences, d'ailleurs, qui sont connues, notamment celle des narcos. Il y a des peurs que les narcos puissent s'emparer d'armes autonomes. Donc, en fait, c'est vrai que la société civile en Europe est un peu plus préservée de ça, et donc c'est un peu lointain. Et puis, souvent, les campagnes de désarmement, elles viennent après un choc psychologique, c'est-à-dire... ça va être des massacres, des images de blessés. On le voit, il y a eu toute la campagne pour l'interdiction des mines antipersonnelles avec les pyramides de chaussures. On voyait les gens mutilés. C'est ça qui a mobilisé l'opinion publique. Ou même après, pour l'interdiction des armes chimiques et des gaz toxiques, tout ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, les traumas des soldats, ça a joué sur le fait de pousser les États à réglementer. Malheureusement, c'est terrible à dire, mais comme les armes autonomes ne sont pas encore déployées, il n'y a pas ce choc psychologique. Et c'est plus difficile de mobiliser l'opinion publique. Ensuite, d'une part, c'est pas impossible, et par ailleurs, on aimerait éviter qu'il y ait un massacre à grande échelle pour avoir la première législation. Et c'est encore possible de réfréner le développement de ces armes. Et par ailleurs, c'est même plus facile de le réfréner avant qu'elles aient proliféré et qu'elles se soient répandues dans les arsenaux. Et puis en plus, on ne parle pas seulement de l'arsenal de la France ou des pays européens. Ça peut aussi être récupéré par des pays qui ne respectent pas le droit international, qui répriment leur population, ou par des groupes armés non étatiques. Donc en fait, vraiment, il y a un enjeu sur le fait de l'arrêter le plus tôt possible. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une mobilisation de l'opinion publique ou de certains secteurs au moins pour pousser les gouvernements à le faire. Les gouvernements, ils ont une petite réticence à se priver de certains pouvoirs. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous faire part d'un changement important. Ces derniers mois, je vous ai maintes et maintes fois rappelé que ce podcast n'est pas rentable et que mes réserves s'épuisent petit à petit. Mais aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que c'est de moins en moins le cas. Encore mieux, j'ai pu doubler la cadence de sortie des épisodes et reprendre les vidéos d'analyse sur ma chaîne principale, Le Futurologue. J'espère sincèrement pouvoir continuer à faire grandir ce projet afin de donner à chacun les outils pour comprendre ce qui se joue et ne pas laisser notre avenir entre les mains des géants de la tech. Si vous pensez que ce travail a de la valeur et que vous voulez m'aider à le pérenniser, me soutenir financièrement est, sans aucun doute, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire. Tous les liens sont en description. Ouais, tout à fait, il y a un aspect très très urgent. Vous avez parlé de l'utilisation potentielle, par exemple, par des narcotrafiquants. De façon plus générale, ce risque terroriste ou bien non étatique, moi personnellement, ça me fait presque encore plus peur que l'utilisation de l'IA dans les guerres par les États. Concrètement, à quoi ça pourrait ressembler ? Qu'est-ce qui est problématique là-dedans ? Ce qui est problématique, c'est que c'est des armes qui sont, une fois qu'elles sont conçues, c'est moins difficile à répliquer, par exemple, qu'une arme nucléaire, parce que ça ne demande pas de matière fissile. Et on l'a vu avec les drones,
où Daesh a récupéré des drones sur des terrains de combat et les a répliqués et maintenant s'en sert de la même manière qu'une armée régulière. Donc en fait, il y a un vrai risque que ces armes soient récupérées, utilisées, piratées par des groupes qui n'ont absolument aucun respect pour le droit international. Par ailleurs, comme c'est des armes en fait, qui permettent de faire des dégâts avec moins de moyens humains, en fait, c'est des groupes assez minoritaires, mais qui, en lançant un essaim de drone armé de bombes sur une ville, peuvent faire des dégâts massifs. Et il n'y aura pas besoin d'un opérateur derrière chaque drone si les armes sont autonomes. Donc oui, ces perspectives-là, elles sont effrayantes. Les risques de piratage sont effrayantes. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée de mettre un coup d'arrêt. Et après, le coup d'arrêt... Un traité, ce sera vraiment qu'une première étape, mais ça permettra d'une part de déterminer ce qu'on considère comme légitime ou pas comme type d'arme, et puis ensuite de pouvoir assurer un suivi et de légitimer aussi le fait qu'on empêche certains groupes ou certains États de développer ce type d'armes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a de grosses craintes que des États considérés comme hostiles développent des armes autonomes, mais c'est quand même compliqué de leur interdire quelque chose qu'on ne s'interdit pas nous-mêmes. Ouais, bien sûr. Et il y a vraiment un aspect aussi où j'ai l'impression que ça abaisse beaucoup le coût à quelque part. C'est-à-dire que là où avant ça pouvait potentiellement être compliqué de faire un massacre de masse, il fallait quand même certains moyens. Là, on peut acheter un drone dans le commerce, mettre une bombe dessous, un petit logiciel de détection de visage, et on peut, je sais pas, se cacher derrière un parc, faire exploser ça à 3 km de distance sans que personne puisse savoir qui c'est qui a fait ça. Enfin, il y a un aspect où vraiment ça devient très simple et très accessible, quoi. Ce paramètre de l'accessibilité me semble vraiment important. Oui, complètement. C'est sûr, on n'a plus besoin d'un avion de chasse pour bombarder une ville. Et puis là, l'idée de lancer un drone sur une ville, ça veut dire qu'il peut y avoir un opérateur derrière. Ça ne rentrerait pas dans la catégorie d'arme autonome, donc ce serait effrayant, mais ce ne serait pas une arme autonome. Par contre, lancer un essaim de drone, là, il y aurait... Enfin voilà, c'est ça l'arme autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'un opérateur par appareil. Donc une seule personne peut lancer 60 drones d'un coup. Et là, ça devient complètement hors de contrôle, puisque effectivement, les machines, elles n'ont pas la capacité à douter, la capacité à culpabiliser, à se sentir responsable de ce qu'elles font. Donc elles vont tuer à l'aveugle. Il y a un aspect aussi perte de la responsabilité, j'ai l'impression. Ah oui, alors très concrètement, mais d'ailleurs que ce soit par une utilisation par des groupes non étatiques armés ou par des États, il y a une question de droit fondamental qui se pose, c'est qui serait responsable en cas de commission de crimes de guerre ? Est-ce que c'est le commandement qui a décidé d'utiliser cette arme, le soldat qui l'a déclenché, l'industriel qui l'a fabriqué, le programmateur qui a conçu le programme Et en fait, c'est hyper important parce que s'il n'y a pas de responsabilité juridique, si les victimes n'ont pas de recours, ça anéantit le principe même du droit. C'est-à-dire que c'est un droit qui n'est jamais sanctionné, il n'existe plus. Donc en fait, c'est vraiment un des gros problèmes juridiques des armes autonomes, c'est la question de la responsabilité en cas de crime de guerre. Et puis il y a aussi un aspect où, en tout cas qui est mis en avant par Stop Killer Robot, vraiment cet aspect que ça risque de déclencher de nouvelles guerres, ou en tout cas d'abaisser le seuil de la guerre. Pourquoi est-ce que ce serait le cas ? Alors, d'une part, c'est plus... déjà, on l'a dit, les armes autonomes pourraient être moins chères que des soldats humains, ne serait-ce parce qu'il n'y a pas besoin de les soigner, parce que effectivement, ça peut être des armes relativement légères, parce que d'un point de vue opinion publique, c'est plus facile d'aller en guerre si on n'envoie pas des soldats sur le terrain. Il peut y avoir moins d'opposition de l'opinion publique. Il y a des questions qui se posent même d'ailleurs sur la question de l'autorisation parlementaire des conflits armés, c'est-à-dire qu'en France, normalement, le Parlement doit être informé des interventions militaires extérieures, puis voter si elles se prolongent. Mais qu'est-ce qu'on va définir ? Si on envoie simplement des drones, est-ce que ça va compter comme une guerre ou pas ? Et je pose la question parce que c'est ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2011, quand les États-Unis ont mené des frappes en Libye. Le Congrès, ça s'est fait sans autorisation du Congrès parce qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas de soldats américains, qu'il n'y avait pas de victimes américaines, et donc du coup, ça ne rentrait pas dans ce que le Congrès devait approuver. Donc ça facilite dans un sens, puisqu'il y a une barrière démocratique qui saute si on se considère que le Parlement n'a pas son mot à dire. Donc je ne sais pas comment ça se passerait, mais en tout cas, ça fait aussi partie des choses qui sont à prendre en compte en démocratie. Et puis, après, il y a aussi toute la question de... alors,
du contrôle de l'escalade, alors qui, d'un point de vue militaire, n'est pas forcément... je pense qu'il y a pas mal de militaires qui ne sont pas favorables aux armes autonomes et notamment à la perte de contrôle sur l'usage de la force. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est général, la distanciation de l'homme par rapport au terrain de guerre, ça permet de tuer plus facilement. L'humain a une réticence naturelle à tuer. Beaucoup de choses sont mises en place pour éloigner l'humain du terrain de guerre parce que ce sera plus facile pour les soldats qui tirent. Le résultat, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de morts civiles dans les guerres. On ne fait pas des guerres moins sales. Aujourd'hui, en éloignant les soldats du terrain, on fait... des massacres à grande échelle, on le voit à Gaza. Et donc, en fait, envoyer des armes sans qu'il y ait soldats derrière, ça peut faciliter la commission de massacres à grande échelle si des États décident que leur ennemi doit être éliminé. Ça, c'est un point très important parce que c'est un contre-argument qui est souvent mis en avant, cet aspect que les robots tueurs autonomes, par exemple les drones, seraient beaucoup plus propres, feraient des cibles, justement, seraient beaucoup plus ciblés, quoi, quelque part, que ça permettrait d'enlever un peu l'horreur de la guerre. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? C'est un peu l'éternel argument, la frappe chirurgicale et la guerre propre. C'est-à-dire c'est pas avec les armes autonomes que ces éléments de langage ont été trouvés. D'ailleurs, avec les drones, par exemple, la guerre, elle devait être plus propre. Reste que, en fait, il y a eu des enquêtes journalistiques qui ont montré qu'il y a eu des milliers de civils qui ont été tués, des centaines d'enfants qui ont été tués. Je crois que c'était les Drone Papers montraient que dans 9 cas sur 10, la personne qui était tuée n'était pas celle qui était visée. Donc, en fait, c'est pas du tout plus propre, plus précis. Ça permet d'aller dans des endroits où où des avions n'allaient pas, par exemple. Donc, en fait, ça permet aussi de tuer plus. Et puis, je vais reprendre l'exemple de Gaza, mais le fait que des cibles aient été générées par des algorithmes et par des ordinateurs, ça a juste permis de générer beaucoup plus de cibles et beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, le résultat de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut aller plus vite, plus massivement. Et donc, il y a surtout des risques de massacres beaucoup plus rapides. Aujourd'hui, le monde n'a pas besoin d'armes qui tuent plus et plus vite. Finalement, face à cet argument théorique, on a des exemples très pratiques où cet argument a déjà été utilisé et puis on voit que ça marche pas, ça va pas dans ce sens. Il y a aussi un aspect où les robots tueurs autonomes pourraient enclencher une sorte de nouvelle course aux armements. Pourquoi ? Alors parce qu'il y a l'idée que, et d'ailleurs c'est vrai, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les armées, c'est une rupture technologique. C'est-à-dire il y a eu la poudre, le nucléaire, aujourd'hui l'intelligence artificielle, et donc forcément les puissances militaires ne veulent pas être à la traîne. Après, l'intelligence artificielle dans le militaire, ça veut dire plein de choses. Parce que là, on parle des armes autonomes, c'est finalement un segment minuscule de ce qui se fait. C'est sur les fonctions de ciblage et de tir. Il y a de l'intelligence artificielle pour des fonctions logistiques, pour des fonctions de reconnaissance, d'identification, de déminage. Et tout ne va pas être éliminé. Quand on nous dit c'est trop tard, l'armée est déjà robotisée, bien sûr, l'armée est déjà robotisée. La question, c'est à quoi qu'est-ce qu'on accepte de déléguer à des machines et dans quelle mesure on s'assure du contrôle humain sur des choses qui sont fondamentales et où il y a des risques juridiques. Donc, d'où le fait qu'on atterrisse sur le besoin de réglementer les armes autonomes. Mais bon, aujourd'hui, il y a ce développement de l'IA dans l'armée, dans le domaine militaire, comme dans le civil d'ailleurs, c'est partout. Et donc les puissances militaires investissent beaucoup là-dedans, parce qu'elles ne veulent pas être à la traîne, parce qu'il y a cette peur d'autres États qui pourraient aussi s'armer. Enfin, c'est un petit peu... Mais c'est la même logique que toutes les courses aux armements. On n'a pas envie que des États avec qui on pourrait se trouver en conflit à un moment, c'est plus d'avance que nous. Donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la réglementation, elle doit se faire au niveau de la communauté internationale, avec un maximum d'États qui signent un traité. Il y aura toujours des États qui ne vont pas le signer, c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est le moyen d'endiguer des proliférations d'armes. Et c'est ce qu'on a toujours fait, et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que à chaque fois qu'il y a un traité de désarmement, les États vont dire que c'est impossible de se passer de telle ou telle arme d'un point de vue militaire, et puis ils finissent par signer. Je pense au traité
sur les bombes à sous-munitions, la Convention d'Oslo, où en 2005, la France considérait que c'était impossible d'un point de vue militaire de se passer des armes à sous-munitions. Et puis en 2008, elle a signé la Convention. Et puis d'ailleurs, en 2016, elle avait fini de se débarrasser de son arsenal. On n'a pas été une puissance militaire déclassée pour autant. Les États-Unis n'ont pas signé cette convention. Et pourtant, depuis sa signature, il me semble... Alors, je crois qu'ils l'ont utilisé une fois, des bombes à sous-munitions en opération extérieure. Et le dernier fabricant américain a arrêté d'en produire en 2016. Parce qu'en fait, une réglementation, ça a un effet de stigmatisation des armes. Ça a un effet sur les industriels, sur les banquiers, sur les financeurs des complexes industriels. Donc, en fait, ça diminue les perspectives de développement des armes qui sont visées. Et comme vous le disiez, il y a vraiment tout cet aspect aussi de l'utilisation de l'IA dans la guerre au-delà des armes en elles-mêmes qui tirent, aussi par exemple dans le renseignement, la stratégie. Est-ce que ça, c'est aussi des choses auxquelles vous vous opposez ou pas nécessairement ? Alors, pas nécessairement. C'est des choses sur lesquelles on discute. Aujourd'hui, le mandat de la campagne, parce qu'on a une campagne avec 250 organisations, donc pour parler d'une seule voix, il faut qu'on se mette d'accord sur tout. Donc, c'est un bel exercice démocratique. Et donc, pour l'instant, aujourd'hui, le mandat de la campagne, c'est d'obtenir un traité pour réglementer les armes autonomes. Donc, vraiment, on est sur les armes qui vont cibler et utiliser la force sans contrôle humain significatif. Ensuite, bien sûr qu'on s'intéresse à l'IA de manière un peu plus large, notamment avec ce qui se passe à Gaza avec les systèmes de ciblage, avec la croissance de la déshumanisation digitale. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on sera opposé à toute intelligence artificielle dans l'armée ? Je pense que je peux déjà vous dire que non, parce que sur certaines fonctions, sur certains traitements d'informations, sur certaines fonctions logistiques, support, etc., il n'y a pas de raison, d'un point de vue droit international, de s'y opposer. Moi, je travaille pour des organisations dont la boussole, c'est la question du respect des droits humains et du droit international humanitaire. Et donc, c'est quand il y a un risque pour ces cadres juridiques qu'on va être mobilisé. Et d'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait eu des utilisations, en tout cas des discussions d'utilisation d'IA pour des négociations finalement de traités de guerre, enfin d'arrêt de la guerre ou ce genre de choses. Et du coup, si les IA par exemple sont utilisées dans ce cadre-là, bon bah tant mieux, hein, c'est une utilisation de l'IA dans la guerre qui serait un peu plus chouette que ce dont on parle là. Oui, alors j'ai pas vu ça, que des IA négocient la paix. Ensuite, bon, je pense que la paix, il faut quand même qu'il y ait une adhésion de l'humain derrière. Donc, On est d'accord. Et, mais alors quand on parle vraiment, parce que c'est vrai que ce terme robotueur revient très régulièrement, mais finalement, est-ce que le grand public, nous tous, on a une bonne vision de ce qu'est un robotueur ? Parce que j'ai l'impression qu'on va souvent s'imaginer soit un drone, soit un robot humanoïde potentiellement. Est-ce que ça peut être autre chose ? Ah oui, ça peut être à peu près tout. Alors, le robot humanoïde, j'y crois pas trop. C'est pas très pratique. En fait, les robots terrestres autonomes, il y en a. C'est pas tellement sous forme humanoïde. Ça va plutôt être des chiens ou des mules, enfin, voilà, sous forme d'animaux. Ça se déplace pas hyper bien. C'est compliqué, en fait, dans le milieu terrestre, ne serait-ce que pour le déplacement. Après, le drone, c'est effectivement voilà, l'exemple, et notamment, et surtout les essaims de drones, en fait. C'est le fait de faire travailler des drones à plusieurs et collaborer des drones. Et après, mais ça peut être aussi des drones sous-marins, donc le milieu marin s'y prête aussi. Et puis ensuite, tout ce qui est robots sentinelles, donc des trucs qui sont fixes. Et évidemment, j'en ai pas encore parlé, tout ce qui est système de défense aérien. Par exemple, les systèmes antimissiles type dôme de fer qui est utilisé par Israël. En fait, il y a plein de pays qui utilisent ça. Et par exemple, ce type de système, qui peuvent avoir des modes autonomes, ne serait pas forcément interdit par un traité tel qu'on l'envisage aujourd'hui, parce que si c'est sur une zone géographique limitée, avec une durée de déploiement limitée, que l'humain peut intervenir pour arrêter la machine, et que la cible est par nature militaire, c'est-à-dire si la cible c'est une roquette ou un missile, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de risque pour le droit international humanitaire. Bien sûr, évidemment, il faut aussi que l'algorithme soit compréhensible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il puisse modifier les paramètres de sa mission ou s'adapter différemment en fonction d'éléments qui n'auraient pas été préprogrammés. Si on veut découvrir la diversité des armes autonomes qui sont imaginées, moi je conseille d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube d'Anduril. C'est vraiment impressionnant. C'est une entreprise américaine qui essaye justement de développer des armes autonomes et ils montrent toutes les différentes choses qu'ils ont en tête et dans des publicités vraiment américaines au possible. C'est vraiment terrifiant quand on voit ce genre de publicité et
les gens ont l'air extrêmement heureux de travailler pour Anduril. Je suis là en mode, ok, bon, très très chouette ce que vous êtes en train de faire. C'est assez terrifiant. Oui, Anduril, je pense que c'est vraiment l'exemple des digues éthiques et morales qui ont sauté. Hein. Mais effectivement, en fait, l'arme autonome, c'est un mode de fonctionnement. Donc tout peut être théoriquement, pratiquement tout peut être passé en mode autonome. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est pas un type d'arme spécifique. C'est le fonctionnement où on active et ensuite la cible et le tir sont décidés par l'algorithme. Mais en plus, Anduril, ils avaient fait, je crois que c'est Lattice OS pour gérer un peu les drones, etc. C'est l'IA qui gère les drones. Mais il me semble qu'ils ont aussi lancé un truc qui s'appelle Arsenal OS. Et là, leur idée en tout cas, c'est de créer une sorte d'usine autonome à fabriquer des armes autonomes, quoi. C'est vraiment merveilleux. Anduril, vraiment une des meilleures entreprises qui puisse exister, je pense. Vous avez dit que certaines armes autonomes potentiellement pourraient être OK. À part celles que vous avez déjà citées, est-ce que vous avez d'autres idées finalement d'armes autonomes qui ne seraient pas forcément problématiques? Effectivement, là, pour l'instant, celle qui clairement passe les fourches des obligations positives qu'on mettrait, c'est pas mal tout ce qui relève de la défense aérienne, donc les systèmes de défense antimissiles. Mais voilà, après, nous, on n'est pas là pour préparer les arsenaux du futur. C'est simplement une série de critères. Donc, déjà, le fait que la cible ne soit pas un humain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'humain dans la cible. Par exemple, une arme qui viserait un char. Bon, le char étant par nature militaire, s'il y a des humains dedans, il pourrait être tué. Mais c'est vraiment des armes qui sont activées par le corps humain, que ce soit par des détecteurs de mouvement, de visage, de chaleur. C'est impossible que ça respecte le droit international. C'est complètement immoral de se dire qu'une décision de vie ou de mort est prise par un robot sur un humain seul. Finalement, si par exemple on cible un tank ou quelque chose comme ça, on est à peu près certain que ce sont des militaires à l'intérieur et donc ça poserait moins de problèmes que si c'était un humain qu'on ne pourrait pas forcément déterminer. Complètement. En fait, c'est la question de la nature de la cible. Le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, prône dans les obligations qu'on mettrait sur les armes autonomes que la cible soit par nature militaire. Donc, par exemple, une roquette, un missile, un char, un objet dont on sait qu'il est militaire. Ensuite, il faudrait qu'il y ait des limitations sur la durée de déploiement, le périmètre géographique qui soit limité, que ce ne soit pas quelque chose comme une mission rôdeuse qui peut se balader sans aucune limite, qu'il y ait une possibilité d'intervenir en cours de mission pour arrêter l'arme en cas de problème. Donc ce soit pas une fois qu'elle est lâchée on peut plus rien faire et puis tout l'enjeu aussi de ne pas avoir des algorithmes dits boîte noire, donc on en a déjà parlé mais où on ne sait pas comment il peut réagir, où en fait il peut modifier des paramètres de mission, il peut intégrer de nouveaux éléments en cours de mission et donc changer son programme. Il faut qu'à tout moment l'humain qui a enclenché l'arme soit capable de prédire, d'expliquer où l'arme va frapper, pourquoi et quel effet ça va avoir. Moi, je trouve déjà ça assez terrifiant de m'imaginer un essaim de drone qui arrive sur une population, ce genre de choses. Mais quand on se dit que même les développeurs de ces drones pourraient potentiellement en perdre le contrôle et qu'il ne faut pas juste imaginer une sorte de nouvel arsenal très agile et très dangereux, mais ce nouvel arsenal qui potentiellement pourrait déraper et se retourner contre ceux-là même qui l'ont créé ou faire des choses totalement inattendues. Pour moi, ça, c'est encore l'aspect le plus terrifiant là-dedans, quoi. Oui, après, je pense que même si c'est tout à fait en contrôle, mais imaginez juste vous retrouver face à un drone armé et il faut faire confiance à l'algorithme pour savoir s'il va tirer ou non, vous identifier comme civil ou non. Je pense que c'est une situation qui est assez violente. Je ne dis pas que quand il y a un opérateur humain, il n'y a jamais d'erreur, mais quand c'est un algorithme, je pense que c'est une situation que personne n'a envie de vivre. Il y a beaucoup d'erreurs d'identification par les algorithmes. Et par ailleurs, encore une fois, il y a la question de la responsabilité qui se pose. Au-delà du contexte militaire, l'IA est aussi beaucoup utilisée pour la surveillance et la répression. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel contexte ?
Alors, l'IA dans la surveillance et la répression, c'est notamment parce que la surveillance, ça implique de traiter beaucoup de données sur les gens, et donc ça a permis d'accélérer le traitement des fichiers. Il y a une multiplication des fichiers de police et de croisement d'informations. Ensuite, au-delà du côté militaire, je pense qu'il y a un premier élément aussi sur lequel il faut aller, c'est l'utilisation d'armes dans le domaine civil et en maintien de l'ordre ou en contrôle des frontières, par exemple. Ça fait partie des sujets qui se posent sur la question de la réglementation, et ça fait partie des sujets sur dans quelle enceinte on va négocier un traité et qu'est-ce que ça va couvrir. Et aussi une question sémantique de savoir si on dit arme létale, autonome ou pas. Parce que dans le maintien de l'ordre, par exemple, il y a beaucoup d'armes qu'on va dire à létalité réduite, et donc ce serait problématique de les faire sortir du champ. Et donc il y a un risque aussi en termes de répression que des drones autonomes puissent être utilisés pour surveiller ou tirer sur des manifestants par un régime autoritaire. Et puis en matière de contrôle des frontières, c'est assez vite vu, c'est-à-dire que ça pourrait être des tourelles armées le long des frontières qui tirent dès qu'elles détectent un mouvement. Donc ça pourrait aboutir à des situations complètement catastrophiques. Imaginez un pays où des personnes essayent de fuir la guerre et le voisin met des tourelles autonomes pour tirer. Donc ça fait partie des risques aussi, d'utilisation de l'IA dans un domaine civil de répression qui poserait d'énormes problèmes de respect des droits fondamentaux. C'est une situation qui peut paraître un peu folle, mais finalement, c'est juste une sorte de continuation de ce qu'on voit ces dernières années avec une augmentation de la surveillance et de la répression, j'ai l'impression. Oui, alors après, c'est vrai que l'IA, encore une fois, n'a pas de volonté propre. L'IA, c'est un produit de l'humain. Donc, en fait, ils font ce que font les humains, mais plus vite, plus massivement, et sans douter, sans remords, sans mauvaise conscience. Donc, en fait, c'est simplement une amplification de pratiques problématiques. Et est-ce qu'il y a déjà des usages futurs qui sont imaginés avec ces IA, des usages qui pourraient potentiellement être problématiques ? Dans le domaine militaire ou hors Dans le domaine militaire ou de façon plus générale ? Alors, dans le domaine militaire, oui, je pense que si aujourd'hui il y a des États qui ont des réticences à réglementer les armes autonomes, c'est parce qu'il y a une volonté de développer des armes. Après, c'est un peu à double tranchant, parce que je pense qu'il y a aussi une forme de réticence. Faut toujours penser que ce qu'on construit, on va aussi se retrouver en face de ces armes-là si nos ennemis en ont. Donc la France, par exemple, s'interdit à un comité d'éthique du ministère de la Défense qui a produit un avis, et donc normalement on ne fait pas d'armes complètement autonomes. Mais il y a plein de choses. L'avion de combat du futur doit être accompagné d'essaims de drones. Ensuite, est-ce que, a priori, ce ne seront pas des armes autonomes ? Je crois qu'en Inde, ils sont en train de développer ils annoncent le développement de mitraillettes autonomes. À Taïwan, ils utilisent aussi pas mal les retours d'expérience sur l'Ukraine. Ils utiliseraient, parce qu'ensuite, encore une fois, il y a des questions sur la communication militaire, mais les retours d'expérience des drones en Ukraine pour se prémunir d'éventuelles attaques de la Chine. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont développées en ce moment. En tout cas les armées les plus dotées se penchent toutes sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, vraiment, l'enjeu, parce que c'est pas quelque chose qu'on subit, encore une fois, il y a des humains derrière chaque machine et chaque intelligence artificielle. Et ce qui est vraiment important, c'est de savoir ce qu'on veut, nous. Et sur les questions militaires, la population est quand même très peu consultée, très peu informée. Donc déjà, sur la question de l'IA en général, à titre personnel, moi j'ai tendance à trouver qu'on le prend un peu comme quelque chose de donné et qu'on ne réfléchit pas spécialement à quel point on a besoin et on veut de l'IA dans nos vies, dans le domaine civil. Mais dans le domaine militaire, qui est un domaine réservé sur lequel il n'y a pas vraiment de consultation de la population, on est vraiment mis de côté, alors que ça peut avoir des impacts extrêmement importants. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler, de se mobiliser, de s'y intéresser, parce que ça peut vraiment modifier toute la manière dont les guerres sont menées, dont les conflits sont menés, ou d'autres attaques de différentes natures. On voit qu'il y a certains pays qui cherchent explicitement à développer ce type d'armes. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des pays qui ont un peu pris de l'avance sur l'aspect positif du terme,
qui ont interdit les armes, ce genre d'armes, ou bien qui ont fortement réglementé leurs usages? Alors, il n'y en a pas qui ont interdit d'un point de vue juridique. Je crois que la Belgique avait essayé de faire passer une loi, mais ça n'est pas passé à la dernière législature. En revanche, il y a des codes de conduite chez certains pays. Par exemple, aujourd'hui, la Russie, qui est très peu coopérative sur le plan international, annonce qu'ils veulent développer ce type de loi. Sur les questions d'armement, c'est quand même pas forcément hyper pertinent d'avoir des choses nationales. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est d'éviter des courses aux armements, donc d'avoir des traités internationaux qui vont réglementer le sujet. Il faut qu'il y ait un maximum d'États qui s'impliquent, parce que c'est comme ça qu'on freine le développement d'un type d'arme. Aujourd'hui, il y a 129 États qui appellent à l'adoption de normes juridiquement contraignantes pour réglementer les armes autonomes, qui sont soutenues par des milliers d'experts, des prix Nobel, des leaders religieux. Il y a le secrétaire général des Nations Unies, la présidente du CICR qui ont appelé à l'adoption d'un traité d'ici 2026. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il y a des discussions au sein de la Convention sur certaines armes classiques. Donc c'est une convention à Genève, qui est une convention cadre dans laquelle on discute différents types d'armes. Ça peut être les lasers aveuglants, les bombes incendiaires, et on tente d'avoir des réglementations. Donc il y a quand même une volonté de la communauté internationale de réglementer ces types d'armes, qui ne vient pas de nulle part, parce qu'en fait, si on reprend toute l'histoire, à l'origine, c'est plutôt des chercheurs en robotique, en intelligence artificielle, qui, dès les années 2009-2010, ont commencé à sonner l'alerte. Ensuite, les organisations de défense des droits humains sont rentrées sur le sujet, notamment Human Rights Watch, qui en 2012 a publié le premier rapport sur les armes autonomes et les risques pour le droit international. Ensuite, les discussions ont été enclenchées à Genève, notamment pas mal à l'initiative de l'ambassadeur français de l'époque, l'ambassadeur Simon Michel. Et donc en fait, ça fait 10 ans qu'on avance, qu'il y a un consensus international sur les risques que ces armes représentent, qu'on arrive à des points de convergence sur les éléments de définition, sur ce qu'il faudrait interdire, ce qu'il faudrait réglementer. Donc en fait, il n'y a pas une loi dans un pays, mais en revanche, la communauté internationale avance plutôt bien sur la perspective d'un traité, avec une limite très forte, c'est que donc, la Convention sur certaines armes classiques, la CCAC pour les intimes, c'est une enceinte qui fonctionne par consensus. C'est-à-dire qu'il suffit d'un État qui s'oppose pour qu'on n'avance plus. Et il se trouve que la Russie, par exemple, n'a aucune difficulté à s'opposer très clairement à toute avancée vers un traité juridiquement contraignant sur ce type d'armes. Après, eux, ils en parlent ouvertement. Je pense qu'il y a d'autres États qui sont très contents que la Russie fasse blocage pour, par exemple, les États-Unis, Israël, la Corée du Sud ne vont pas forcément être hyper partants pour réglementer non plus. Après, ce n'est pas la première fois que le problème se pose. Et aujourd'hui, en fait, les traités de désarmement récents, ils ne sont pas faits dans cette enceinte-là à Genève. Par exemple, sur les mines antipersonnelles, ça a été le traité d'Ottawa, donc c'est le Canada qui a pris le lead. Sur les bombes à sous-munitions, ça a été la Norvège avec le traité d'Oslo. Et là, il y a une porte de sortie qui s'est ouverte depuis 2023 avec l'Assemblée générale des Nations unies, qui rassemble donc les 193 États du monde, donc en plus ça fait plus d'États qu'à la CCAC à Genève, et qui a ouvert des discussions sur le sujet. Il y a eu 2 résolutions qui ont été massivement votées par les États. L'intérêt, c'est qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, les décisions se prennent à la majorité. Donc il suffit qu'il y ait une majorité pour pouvoir avancer. Ils n'en sont pas encore à ouvrir des négociations pour un traité dans ce cadre-là, mais aujourd'hui, avec les travaux de la CCAC, qui ont permis vraiment d'avancer sur le fond, on a la matière pour avoir des négociations pour un traité. Avec l'Assemblée générale des Nations unies, on a l'enceinte où ça pourrait être négocié. Il manque juste une petite volonté politique, et notamment d'États militarisés, pour que des négociations soient ouvertes. Et pour obtenir justement ce petit élément qui manque, quel est votre plan ? Alors, quel est notre plan ? En fait, on travaille sur différents niveaux, c'est-à-dire qu'on est présent à la fois auprès des instances internationales à Genève, à New York, et puis on est une coalition d'organisations dans 70 pays. Donc en fait, on va rencontrer, nous on rencontre en France très régulièrement le ministère des Affaires étrangères pour discuter de la position de la France, mais c'est des discussions qui ont lieu dans des dizaines de pays à travers le monde pour pousser les gouvernements à avancer sur ce sujet. On travaille aussi avec des parlementaires.
En France, il y a Jean-Paul Lecoq, Aurélien Saint-Toul et d'autres députés qui vont se mobiliser sur la question, alerter sur le besoin que la France ait un rôle de leadership pour ouvrir des négociations pour un traité. Aujourd'hui, c'est quoi le positionnement de la France ? Ah, excellente question. Alors, aujourd'hui, c'est ambigu. C'est-à-dire que la France veut continuer les discussions dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques. Ce qui est problématique parce que si on est parfaitement réaliste, avec la règle du consensus, on n'avancera pas dans ce cadre-là. Évidemment, c'est une initiative qui a été ouverte par la France. On peut comprendre leur attachement à la Convention. Et les années de discussion dans ce cadre-là, ça a été utile parce que c'est une enceinte où il y a des militaires, des juristes. Enfin, on peut vraiment avancer sur des éléments concrets de définition. En revanche, maintenant qu'on a le matériel pour créer du nouveau droit, il va falloir aller ailleurs. Et là, la France est encore réticente. Avec l'argument que les États-Unis ou la Russie ne vont pas suivre, ce qui ne nous convainc pas forcément parce qu'en fait, encore une fois, les États-Unis, la Russie, ils n'ont pas signé les autres traités de désarmement, mais pourtant ces traités ont quand même eu un effet. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est ce que la France en tant que puissance militaire et l'Europe vont faire et comment ils vont se positionner. Bien sûr, il faut qu'il y ait des États militarisés dans les signataires, mais on en fait partie. On a la possibilité de faire basculer cette majorité de 129 États du monde qui veulent un traité avec des puissances militaires. Ça permet aussi de positionner l'Europe dans la communauté internationale. Il y a eu pas mal de conférences régionales en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, en Asie. Il y a plein de pays qui veulent ce traité. Et donc, en fait, est-ce que la France va se situer du côté des États bloqueurs comme la Russie ou les États-Unis, ou est-ce qu'ils vont rejoindre la majorité des États du monde, qui certes sont moins des puissances militaires, mais d'un point de vue soft power et diplomatie, ça veut dire quelque chose aussi si l'Europe se pose en garant du droit international et comme un ensemble puissant au niveau international qui va se poser pour la défense du droit international humanitaire. Donc on essaye de les convaincre qu'il y a un intérêt important à faire ça maintenant. Évidemment, c'est très compliqué parce qu'on va nous dire que aujourd'hui le droit international est en danger. Évidemment, quand on voit ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine, on peut le comprendre. Reste que c'est pas parce qu'il y a un taux de criminalité qui augmente qu'on se débarrasse du droit pénal, au contraire. Donc c'est pas parce qu'il y a des violations du droit international qu'il faut s'asseoir dessus. Au contraire, c'est le moment de le renforcer, c'est le moment de poser des blocs qui vont le défendre. Et c'est aussi une manière de maintenir une forme de légitimité dans l'espace international, de reconnaissance de la part d'autres pays du monde, une autre manière de gérer les relations internationales que celle de la brutalité, de la force et de la violation du droit, quoi. C'est le moment de vraiment mettre un point sur la table et puis de dire maintenant on va le respecter, le renforcer, plutôt que d'aller dans le sens inverse et finalement jouer le jeu de ceux qui essayent de le détricoter, quoi. Exactement. Et à quel point est-ce que c'est vraiment possible d'interdire ce genre d'armes ? Parce que j'imagine qu'il doit aussi y avoir des contre-arguments dans le sens où c'est des armes qui finalement, comme on l'a dit, peuvent être très accessibles. Et donc à quel point, même si ce genre de traité a été mis en place, on pourrait vraiment contrôler le fait finalement que ce genre d'armes ne soit pas déployé ? Alors clairement, le traité, c'est qu'une étape. C'est-à-dire qu'après, il y a effectivement le fait de contrôler son application. Ensuite, c'est une étape qui est hyper importante pour internaliser la norme. C'est-à-dire qu'une fois que le traité est en place, encore une fois, les armes, elles sont stigmatisées. Et puis bon, il y a un effet sur les industriels. Ils vont moins aller sur des choses qui sont interdites parce que c'est plus compliqué en termes d'image, c'est plus compliqué pour les exporter, c'est plus compliqué d'obtenir des financements parce que la société civile sera là pour les pointer du doigt s'ils le font. Donc en fait, c'est un effet de frein réputationnel assez fort. Ensuite, il y a tous les éléments de contrôle. Alors évidemment, on n'en est pas du tout là puisqu'on n'a pas ouvert de négociations pour un traité, mais il y aura peut-être des éléments de mise en place de contrôle des arsenaux pour savoir si ce qui a été développé et conforme ou pas. Mais vraiment, le traité, il faut le voir comme la base, c'est-à-dire qu'à un moment, la communauté internationale décide de ce qui est acceptable ou non en termes de déléguer l'usage de la force à des algorithmes, à l'intelligence artificielle. Et ça, on ne l'a pas encore. En fait, c'est en ça que c'est vraiment qu'une étape est la première étape. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas faire telle ou telle arme parce qu'on n'a pas de normes sur ce qu'on accepte ou pas. Et c'est vraiment important de le décider maintenant.
Je repense aux drones où, pour le coup, il n'y a aucune législation qui a été faite sur les drones et donc en fait, il n'y a aucun contrôle. On ne sait pas ce qu'on accepte ou pas. Là, aujourd'hui, sur l'autonomisation dans les systèmes d'armes, de confier des fonctions critiques de sélection des cibles et de tir à des algorithmes, il faut qu'on crée une norme juridique. Et ensuite, effectivement, il y aura du contrôle. On verra, ça aura forcément un impact de ralentissement. Ça ne veut pas dire que rien ne sera développé. Il y aura probablement des violations de ce traité, mais comme il y en a eu sur tous les traités. Mais ensuite, encore une fois, c'est pas parce qu'une règle n'est pas respectée qu'elle n'a aucun intérêt. Elle a permis de dire ce qui était accepté ou pas. Encore une fois, c'est pas parce que le droit pénal interdit de tuer qu'il n'y a plus de meurtre. Mais par contre, parce que le droit pénal interdit de tuer, on peut dire que le meurtre doit être sanctionné. Ouais, ça me semble être un élément vraiment extrêmement important dans ce genre de discussion, parce que typiquement, j'imagine qu'un contre-argument qui doit revenir très souvent, c'est l'idée que des petits États hostiles ou comme ça, qui voudraient avoir un avantage stratégique en utilisant des moyens illégaux, pourraient développer, eux, ce genre d'armes, quoi. Bien sûr, mais dans ces cas-là, comment leur interdire aujourd'hui de développer ce genre d'armes alors qu'on n'a même pas légiféré pour dire qu'elles étaient inacceptables ? Par ailleurs, sur la question des petits États, il faut quand même voir aussi la différenciation de puissance militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle vraiment d'un petit État, il n'aura pas un avantage militaire déterminant, y compris s'il y a des armes autonomes, compte tenu des arsenaux qu'il peut y avoir à côté. À quelque part, est-ce que ça change vraiment quelque chose que la décision finale soit confiée à un humain plutôt que de la laisser à un algorithme ? C'est-à-dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, on a déjà des systèmes où un humain doit appuyer toutes les 20 secondes pour valider ce qu'une IA a déjà proposé finalement. Est-ce que c'est vraiment très différent d'avoir des IA, des armes totalement autonomes par rapport à ce qu'on a déjà actuellement ? Alors, clairement, on revient à la question du système de ciblage où des milliers de cibles sont proposées tellement vite que l'humain ne peut pas exercer vraiment une fonction d'appréciation. Et là, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est sur un contrôle humain significatif dans le sens où il n'y a pas d'application du jugement. Il y a quand même une différence notable, c'est qu'il y a une responsabilité humaine parce qu'il prend la responsabilité d'appuyer sur le bouton. Donc si on va considérer que c'est des crimes de guerre, cette personne sera jugée. Alors que si le robot tue sans même ce qui est une intervention humaine, encore une fois, on tombe dans un vide juridique. Mais finalement, c'est quelque chose d'assez théorique pour remplir ce vide juridique, mais d'un point de vue très concret des conséquences sur les personnes, est-ce que ça serait vraiment très différent ? Alors, si vous êtes tué sur un champ de bataille, je pense que ça fait pas... Mais ça a quand même une petite différence dans le sens où il y a une possibilité de justice, que ça peut aussi créer une forme de réticence chez l'humain d'appuyer sur le bouton, que par ailleurs, même appuyer sur le bouton pour un humain, c'est pas forcément si neutre que ça. On voit qu'il y a des opérateurs de drones qui, en tuant à distance, développent des syndromes post-traumatiques pour avoir tué. Alors certes, ça met à distance du champ de bataille, mais c'est quand même pas forcément évident. Là, de retirer toute présence humaine dans cette décision de vie ou de mort, au-delà du fait que c'est une atteinte à la dignité humaine, que c'est une ligne rouge morale, de se dire qu'une machine sans aucune conscience va prendre la décision de vous tuer ou pas. Il y a une possibilité de justice, il y a une possibilité de traduire en justice. Ça peut avoir un effet dissuasif sur la personne qui prend cette décision. Voilà. Ensuite, vraiment, ça reste une question à poser. On retombe sur la question de la déshumanisation digitale. Le fait de faire traiter autant d'informations par des algorithmes et ensuite de les donner à un humain qui doit prendre une décision dans des laps de temps qui ne permettent pas d'exercer un jugement informé, oui, ça c'est extrêmement problématique. Ensuite, comme aujourd'hui il y a quand même la perspective qu'on enlève complètement l'humain de la boucle, on va essayer d'avoir un cadre juridique qui garde l'humain dans la boucle. Mais ça ne veut pas dire que tout sera réglé, absolument pas. Et je pense qu'il faut faire très attention dans ce cas-là et dans d'autres à pas tomber dans cette sorte de biais de la solution parfaite où on se dirait de toute façon « Ah mais il y a ce petit problème à la solution qui est proposée et ça, du coup on fait rien, on laisse juste comme ça. » Non, parce que si on laisse comme ça, c'est bien pire que si on essaye d'agir même si c'est pas parfait. Comme vous l'avez dit, on met des lois en place contre les homicides et heureusement qu'elles existent. C'est déjà mieux que de ne pas en avoir même si ça empêche pas tous les homicides. Et dans ce genre de cas, il me semble que c'est vraiment pareil. On essaie
essaye de diminuer la déshumanisation totale que représente la guerre, même s'il en restera quand même malgré tout, quoi. Je pense que la politique et les communautés humaines sont très imparfaites, mais on essaye de les faire fonctionner du mieux possible dans cette imperfection, en défendant un certain nombre de droits, de valeurs communes sur lesquelles on s'est mis d'accord, souvent après les plus graves violations. Enfin, il y a quand même beaucoup de questions de droits de la guerre qui sont apparues après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on ne voulait plus voir certaines choses qui sont passées, ou même de la même manière qu'on s'en est pris au gaz toxique après les traumatismes de la Première Guerre mondiale. Mais c'est vrai que c'est imparfait, et surtout c'est imparfait et ça n'est jamais fini. Sur le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, alors, qui n'a pas été signé par la Russie et par les États-Unis, ça a permis, sur les 15 premières années, on a divisé le nombre de victimes par 10. C'est essentiel, en fait, c'est hyper important d'avoir diminué ce nombre de victimes. C'est pas parfait parce qu'il en reste encore un peu. Et puis c'est pas parfait parce qu'aujourd'hui, des États veulent se retirer du traité. Donc en fait, on va devoir repartir au combat sur ce sujet-là. Enfin, c'est déjà un bras de fer. Donc en fait, il n'y a pas de solution parfaite et définitive. Il faut faire son deuil de ça. En revanche, ne rien faire, oui, c'est effectivement bien pire, puisque dans ces cas-là, il n'y a plus de limite sur rien. Et puis, et non seulement c'est pire, et en plus, c'est en décalage quand même avec, je pense, une forme de conscience collective. On avait fait à plusieurs reprises des sondages sur la question des armes autonomes. En fait, les gens n'ont pas envie que ces armes soient développées. Et encore une fois, c'est vraiment le drame des questions militaires qui sont quand même beaucoup enlevées au débat public. C'est qu'en fait, non, les gens n'ont pas envie qu'on développe des armes autonomes. Ouais, c'est totalement antidémocratique, les décisions qui sont en train d'être prises. Ouais, le fond, c'est clairement, que ce soit sur les dépenses militaires ou les choix militaires, il n'y a pas peu de participation du Parlement, même s'il y en a un peu, et très très peu de participation du public. Et encore moins quand on est dans un pays qui n'a pas connu sur son territoire récemment de conflits armés. Donc en fait, on peut se sentir éloigné de ces sujets-là, alors qu'en réalité, d'une part, on y est toujours potentiellement... ça peut toujours nous arriver. Et par ailleurs, la France est engagée sur des terrains d'opérations extérieures. Donc en fait, ça nous regarde. Et puis comme vous le dites, il y a vraiment cet aspect où on a déjà des exemples historiques d'armes qui ont été interdites, de traités qui ont été mis en place et qui ont quand même relativement bien fonctionné, qui ont permis d'éviter certaines tragédies qui auraient pu avoir lieu s'ils n'avaient pas été mis en place. Donc c'est pas comme si c'était un truc qu'on n'avait jamais fait, une sorte de première montée extrêmement difficile à mettre en place. Finalement, ça s'inscrit aussi dans une lignée d'exemples historiques qu'on pourrait reproduire pour ce cas-là. Oui, il y a plein de traités, même pendant la guerre froide, parce que souvent on nous dit en ce moment c'est compliqué, le contexte géopolitique, etc. En fait, pendant la guerre froide, il y a plein de traités de contrôle des armements qui ont été signés. Et puis ensuite, il y en a eu plein sur différents types d'armes. Il y en a même qui ont été des succès. À la fin des années 90, il y a eu un traité d'interdiction des lasers aveuglants. Donc de lasers dont l'objectif est de rendre aveugle. Et ça, c'est le cas d'interdiction préventive d'une arme. C'est-à-dire qu'avant même que ce soit déployé sur le terrain, ça a été interdit. Et résultat, ça n'a jamais été utilisé. Ça n'a en rien limité la recherche civile ou dans certains domaines militaires sur les lasers, donc aucun impact négatif pour la population en général. Et on s'est évité une arme qui rentrait dans la catégorie de création de maux et de souffrances inutiles. Et c'est absolument terrifiant, l'idée d'avoir des lasers qui vous rendent aveugle. Donc on a réussi à interdire ça. On a largement diminué le nombre de victimes des mines antipersonnelles. On a drastiquement réduit les arsenaux de bombes à sous-munitions, donc des bombes qui explosent avec plein de petites bombes autour, donc ont des effets indiscriminés. Encore une fois, par contre, il y a plein d'imperfections, il y a plein de violations du droit international. En fait, c'est un combat permanent, le droit, mais encore une fois, dans plein de domaines. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment, je vois pas de domaine de droit qui est toujours respecté. Le droit, c'est la borne, ça permet de savoir ce qu'on accepte ou pas, et ensuite, il y a des violations, mais le fait qu'il y ait le droit permet de juger ces violations, de sanctionner, et de dire que collectivement, on s'est dit qu'on ne faisait pas ça. Moi, je trouve qu'un des meilleurs exemples, c'est ce qui s'est passé avec les armes biologiques. Parce que j'ai l'impression que les caractéristiques qui ont fait qu'on a interdit les armes biologiques sont les mêmes qui fait qu'on pourrait interdire ce genre de type d'armes. Parce que qu'est-ce qui a fait qu'on a interdit les armes biologiques ? C'est d'une part l'accessibilité, c'est-à-dire que globalement, ces grands géants, ces puissances militaires voulaient garder une sorte de monopole sur la puissance, ou en tout cas garder leur place, et le fait que
plus ou moins n'importe qui, avec cette course aux armements biologiques, aurait pu développer des virus extrêmement dangereux, par exemple, en laboratoire ou même dans leur garage, si c'est suffisamment développé et qu'on invente de nouvelles façons de faire ce genre de choses, bah ça casse en fait cet aspect où on veut garder le contrôle, les États veulent garder le contrôle. Et puis, au-delà de cet aspect de l'accessibilité, bah aussi tout l'aspect incontrôlable. C'est-à-dire que quand on met une arme biologique sur le champ de bataille, bah on n'est jamais assuré qu'elle ne va pas se retourner contre nos propres soldats. On peut vacciner notre population, mais le virus peut aussi muter et donc finalement se retourner contre nous. Donc il y a vraiment cet aspect à la fois accessible et incontrôlable qui a fait qu'on a interdit les armes biologiques. Et dans le cas des armes autonomes, il me semble que c'est vraiment la même chose. On a des armes qui sont beaucoup plus accessibles que ne peuvent l'être, je ne sais pas, par exemple les armes nucléaires, et qui pourtant pourraient conférer une puissance, je ne sais pas si c'est comparable, mais en tout cas une puissance vraiment démentielle. Et à la fois un manque de contrôle où on n'est pas certain que ces armes, on arrivera bien à les contrôler et qu'elles feront ce qu'on veut qu'elles fassent. Donc ces deux caractéristiques qui ont permis d'endiguer le déploiement absolument massif des armes biologiques qui était en train d'avoir lieu. Les États-Unis avaient investi des centaines de millions là-dedans et on a réussi à endiguer ça. Mais finalement, est-ce que ces mêmes caractéristiques ne pourraient pas permettre d'endiguer ces armes autonomes ? Ça peut faire partie des arguments et c'est bien de rappeler aussi qu'on a interdit des choses dans lesquelles les États avaient investi massivement parce qu'aujourd'hui, il y a l'idée que ça y est, on va développer l'IA dans le domaine militaire. En plus, on va développer l'IA dans le domaine militaire, mais ça n'empêche pas de revenir en arrière. Et par ailleurs, encore une fois, on a aussi intérêt à poser des règles avant d'avoir développé trop de choses qu'on va devoir détruire. Quand on a interdit les bombes à sous-munitions, il a fallu détruire des arsenaux, c'est un peu dommage. Et aujourd'hui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, de Donald Trump et de l'OTAN, on est en train d'augmenter massivement les dépenses militaires. Donc en fait, on va développer des armes, on va développer différentes choses. C'est quand même le moment de savoir ce qu'on va autoriser ou non en termes d'intelligence artificielle. C'est pas la peine de développer des choses qui, dans 1, 2, 5 ans, vont être interdites. Pour terminer, Anne-Sophie, j'aimerais vous poser la question que je pose à tous mes invités. Si vous étiez sur une scène avec un micro dans la main et l'humanité entière face à vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Il faut un traité sur les armes autonomes d'ici 2026. Donc à partir de maintenant, vous n'ignorez plus le sujet. Vous allez voir vos gouvernements, vous allez voir vos parlementaires, vous en parlez. On peut le faire, on l'a déjà fait, on a déjà interdit des types d'armes. C'est notre moment. Et puis, c'est notre moment et c'est une étape. Anne-Sophie Saint-Père, merci. Merci à vous.